Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat, comme tous les soirs sur France Culture, entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, Convention Climat, comment rénover la démocratie? Comme chaque mois, avec notre partenaire Lacroix et Béatrice Bougnol du service politique de ce quotidien, nous revenons sur une actualité importante du mois écoulé. Ce soir, nous nous intéressons à la Convention Climat, dont la deuxième session s'ouvre demain à Paris et qui rassemble 150 citoyennes et citoyens tirés au sort, chargés de faire des propositions d'ici le mois de janvier à propos du combat contre le réchauffement climatique. Cette assemblée peut-elle être autre chose qu'un gadget destiné à répondre aux demandes des Gilets jaunes? Comment instiller une dose de démocratie participative dans un système représentatif comme le nôtre? Ce seront les questions que nous poserons avec Béatrice Bougnol à nos trois invités. Dimitri Courant, il est doctorant et dont la thèse porte sur le tirage au sort. Et Jordan Arletas sera avec nous en duplex depuis Radio France Hérault à Montpellier. Elle est professeure de droit public à l'Université de Montpellier. Et avec nous en studio, Véronique Naum-Grapp est anthropologue et ethnologue, baladeuse comme elle dit parfois, et elle a suivi les récentes manifestations de rue, que ce soit Nuit debout ou que ce soit les Gilets jaunes ou encore les manifestations de femmes à Paris. La Convention citoyenne de 150 citoyens tirés au sort dès le mois de juin aura pour première mission de travailler sur ce sujet, de redessiner toutes les mesures concrètes d'aide aux citoyens sur la transition climatique dans le domaine des transports, de la rénovation des logements, qu'il s'agisse de l'isolation ou du chauffage, pour les rendre plus efficaces, de définir, si besoin était, d'autres mesures incitatives ou contraignantes, et, si besoin était, de définir aussi des ressources supplémentaires et de proposer des financements pour ce faire. Ce qui sortira de cette convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre, soit au vote du Parlement, soit référendum, soit application réglementaire directe. Voilà, c'était Emmanuel Macron à la sortie du grand débat et des grands débats qui avaient été organisés en France par le gouvernement le 25 avril dernier, annonçant justement cette convention citoyenne. Bonsoir à vous, Béatrice Bougnol. Bonsoir. Vous êtes donc au service politique de Lacroix et vous suivez cette convention citoyenne depuis un certain temps, d'ailleurs avec deux représentants de cette convention citoyenne que vous suivez de bout en bout et vous allez les suivre jusqu'au mois de janvier, c'est cela? Oui, c'est ça. Lacroix a décidé de suivre cette expérience qui est une expérience inédite en France à travers le regard de deux tirés au sort qui sont Pascal Beulk, un homme d'une soixantaine d'années. On l'entendra tout à l'heure. Voilà, qu'on entendra, qui dira quelques mots tout à l'heure. Et puis Aurore, une autre tirée au sort qui elle a 37 ans et vient du sud de la France. Ça nous a paru important de suivre leur évolution tout au long des six week-ends de travail qu'ils vont avoir jusqu'à la fin du mois de janvier prochain. Alors nous avons donc trois invités, je l'ai dit aujourd'hui, pour réfléchir à cette question de la réforme de la démocratie. Le premier d'entre eux, c'est Dimitri Courant. Je rappelle, vous êtes doctorant et votre thèse porte sur le tirage au sort. Vous n'avez pas fini votre thèse, mais vous avez de la matière pour pouvoir la continuer et peut-être la continuer longtemps, parce qu'on est peut-être parti pour une certaine durée de temps. Béatrice Bougnol. Oui, cette convention climat, il y a plusieurs chercheurs en fait qui la suivent aussi tout au long des 6 week-ends de travail, dont vous, Dimitri Courant. Alors, elle suscite pas mal d'enthousiasme parce qu'encore une fois, c'est une expérience inédite, à la fois par son échelle, par l'importance du sujet aussi, et par le fait que les citoyens seront vraiment auteurs de propositions législatives et pas simplement d'avis plus généraux. Cependant, des doutes aussi s'expriment, parfois même au sein des tirés au sort, qui se demandent si on ne leur fait pas jouer un rôle qui serait de faire passer finalement des décisions impopulaires. Dites-nous, vous, en tant que chercheur, est-ce que cette convention est l'ordre du gadget ou est-ce une vraie révolution démocratique et pourquoi avez-vous accepté de la suivre en tant que chercheur? Oui, alors je pense que là, il est un peu tôt pour dire ce qu'il en est, puisque une des conditions pour voir quel était finalement l'exercice, ce sera le débouché de l'exercice. Et tant qu'on n'a pas une idée claire du débouché de l'exercice, on ne saura pas. Donc ça, c'est vraiment une question qui se pose, pas seulement en France, mais dans tous les cas de dispositifs délibératifs, quand la question de la sortie
du processus délibératif n'est pas excessivement clair, ce qui n'est pas toujours le cas. Par exemple, on sait que les premières assemblées citoyennes qui avaient été lancées au Canada au début des années 2000 sur la question de la réforme électorale dans 2 États du Canada, l'issue était claire, c'était référendum. Quelle que soit la proposition de l'Assemblée, ce serait soumis à référendum. Ça, c'était un engagement clair et net. Là, pour la question de la Convention, on a une zone de flou, puisqu'il y a 3 possibilités, à savoir ce qu'on a entendu dans l'extrait, soit référendum, soit des débats parlementaires, soit application réglementaire directe. Mais du coup, comment est-ce qu'on va trier ? Comment est-ce qu'on va trier ce qui va où déjà ? Et ensuite, quelle sera la qualité de réponse qui sera apportée dans la transcription, dans le débat parlementaire ? Et à quel point, et c'est une question que les citoyens se posent eux-mêmes, ils ont une grande capacité de réflexivité là-dessus, à quel point ce sera trituré, dénaturé, changé, et à quel point finalement est-ce qu'on ne va pas utiliser cette convention pour dire c'est ce qu'ils voulaient, et en fait en changer. Et là-dessus, quand même, on sort du grand débat. Et le grand débat, c'était un peu ça, c'est-à-dire que la conclusion qui a été donnée en partie par le Premier ministre, c'était on a entendu, les Français veulent moins d'impôts, donc moins de services publics. Sauf qu'en fait, si on regarde réellement les contributions du grand débat, c'est l'inverse qui a été dit. Les Français veulent plus de services publics. Ils veulent en revanche, en effet, avoir une pression fiscale sur eux moindre, mais ce qu'ils veulent, c'est un impôt plus juste. Et c'est pas du tout ce qui a été transcrit. Donc là, on verra ce que ça donnera. Je pense qu'à mon avis, vu l'engagement de l'exécutif, on aura peut-être quelque chose d'un peu plus sérieux que le grand débat. Jordan Arletaz, vous êtes professeur de droit public à l'Université de Montpellier. Bonsoir. Vous êtes en duplex avec nous depuis les studios de Radio France Zéro à Montpellier, que nous remercions de vous accueillir. Vous avez travaillé en tant que professeur de droit public sur cette constitution de la Ve République. Est-ce qu'il y a déjà des outils de démocratie directe dans la Constitution que d'une certaine façon, cette tentative viendrait amender, ajouterait quelque chose ou retirerait quelque chose à ce qui existe comme outil, justement, dans notre Constitution ? Oui, bien sûr, la Constitution française opère, comme d'ailleurs beaucoup de constitutions, une réconciliation entre la démocratie représentative et la démocratie directe. Il y a en réalité, c'est un peu la fonction d'une constitution, la détermination, l'organisation de plusieurs canaux d'expression démocratique. Bien sûr, celui que l'on connaît le plus, c'est la loi à l'issue du débat parlementaire voté par le Parlement. Mais il y a le référendum direct qui peut porter sur une loi comme sur une révision constitutionnelle. Et il en va de même en cours plus récemment du référendum d'initiative partagée qui mêle par son nom même, à la fois une initiative parlementaire soutenue par 1/10 des électeurs. Donc on a déjà, avec ces 3 outils, on a démocratie représentative, je dirais, pure, démocratie directe pure, je vais quand même préciser, et une initiative partagée qui mène ensuite au référendum. C'est le cas, par exemple, du référendum attendu ou espéré par certains sur ADP, sur la privatisation des aéroports de Paris. Voilà, qui est en cours de recueil de soutien pour parvenir à ce seuil de 1/10 d'électeurs qui correspond de mémoire à 4 700 000 et quelques signatures sous le contrôle du Conseil constitutionnel. Il y a une limite à cette fusion qui est que le choix entre ces différents outils est pour l'instant entre les mains de l'exécutif. Et c'est peut-être ça qui suscite le plus débat, puisque derrière ce choix, on peut y voir une stratégie, soit électorale, soit majoritaire, qui va permettre à l'exécutif de manière générale, et en particulier au président, de privilégier le référendum s'il a un soutien populaire et contourner une majorité, De Gaulle l'a fait, ou bien justement de passer par la loi s'il a un soutien d'une majorité parlementaire assez assurée. Et puis il y a ce RIP qui est assez nouveau, en fait, il date maintenant de 2018, mais il est en attente de loi organique. La loi organique est assez récente. C'est la première expérimentation. Et pour l'instant, le recueil de signatures ne montre pas un engouement particulier de la part des citoyens pour cette initiative. Mais la Constitution, comme beaucoup, mêle des outils de démocratie représentative, des outils de démocratie directe. Et bien sûr, on pourrait tout à fait envisager, à mon sens, ça serait plutôt sain, un nouvel outil de démocratie directe qui ne soit pas le strict référendum, mais qui permettent d'associer les citoyens, non pas sur la décision finale oui/non à un texte, mais en amont sur des propositions, sur la délibération, sur l'écriture de textes,
Et in fine, on pourrait avoir alors de nouveau deux canaux, c'est-à-dire, comme c'était évoqué, le retour à la démocratie représentative, mais sur un texte qui vient d'une assemblée, ou bien le référendum. Béatrice Bougnol. Oui, là on parle effectivement des outils dont dispose déjà notre Constitution, des outils nouveaux qu'on pourrait aussi inventer pour venir, pour donner une place supérieure à la participation des citoyens. Et avant tout ça, Jordan Arletas vient de le rappeler à propos du référendum d'initiative partagée, quand elle disait il n'y a pas beaucoup d'engouement pour l'instant des gens. Il y a effectivement la capacité de chacun à prendre la parole dans notre démocratie, qui est première par rapport à la façon dont après les citoyens s'emparent des outils dont ils disposent. Véronique Naum-Grapp, qu'est-ce qu'on peut dire sur cela? Qu'est-ce que signifie prendre la parole dans notre démocratie aujourd'hui? C'est une question très, très vaste. J'ai l'impression qu'il y a dans notre système d'image, et non pas dans nos réflexions explicites et nos vœux éthiques, il y a cette idée que, avec un arrière-fond un peu psychanalytique, que prendre la parole, c'est important, ça permet presque une espèce de thérapie de ce qui a été piétiné, invisible, non entendu, non écouté, etc. Et que donc prendre la parole serait presque comme une éruption nécessaire en temps de démocratie, où tout à coup je monte sur le podium et je donne ma note de musique personnelle, etc. Et il me semble que, qu'en fait il y a deux registres. Ce registre-là, c'est vrai, moi je me souviens à Nuit debout, ce jeune garçon... Donc il y avait juste 3 minutes, puisqu'il fallait tout le monde devait passer devant le micro. Oui, c'était la règle de c'était Nuit debout. C'était à la moulinette. Bon, il arrive et le pauvre, on sentait que c'était une des premières fois de sa vie. Il explique qu'il vient de banlieue et il explique et il n'arrive pas à s'expliquer. Dans cette non-explication, en réalité, il a tout expliqué. C'était absolument admirable. Et aussi assez tragique. J'ai pas le temps de... Mais disons que j'ai l'impression que là, il y a quand même un espèce de leurre et que quand on demande aux gens de réfléchir à un problème, c'est pas... on est dans un autre espace de possibilités de communication. C'est-à-dire que quand on dit parler, ça c'est la prise de parole selon par exemple Michel de Certeau en 68, il dit voilà, on a pris la parole quand on a pris la Bastille, on parle de façon infinie dans les assemblées générales, ça n'est pas la même chose que de soumettre à des citoyens une question et de leur dire parlez, réfléchissez, dites votre avis, donnez votre avis, réfléchissez ensemble à cet avis. Oui, je me souviens dans des groupes de femmes, des femmes qui disaient c'est la première fois que je parle, des femmes âgées, c'était très émouvant, très magnifique. Mais, et ça, bien sûr, c'est un moment, etc. Bon, avec tout ce problème, et après, une fois qu'on a parlé, qu'est-ce qu'on... Et je trouve qu'il y a un deuxième registre de la communication collective, et ça m'est apparu clairement quand j'étais jurée d'assises, expérience que je n'oublierai personnellement jamais. Et d'ailleurs, il y a une écrivaine, Sophie Kepes, qui a fait un livre sur son expérience aussi. Je ne suis pas la seule qui ne peut pas oublier cette expérience, dont elle m'avait fait l'honneur de me laisser faire, de me proposer de faire la préface. Disons qu'un juré d'assises, les assises, c'est à la fois une partition qui s'écrirait en même temps qu'elle se joue. On n'a pas du tout les outils avant, on n'a pas travaillé comme un séminaire, on n'a pas de dossier, on arrive. Mais quand on arrive, tiré au sort, il y a ce moment de préparation dans un endroit dont on n'a pas l'habitude, avec un rythme il faut s'asseoir, il faut attendre, etc. Et la façon, pour moi, remarquable dont on essaye de convoquer ce qui, dans quelqu'un qui aura s'exprimer, sa capacité de faire silence, justement, de la prolifération de ses interprétations intérieures tout le temps, cette pensée qui galope, etc., pour tenter de s'approcher d'une réalité dont les enjeux sont le destin des personnes, dont en 2 jours on va décider quid quod, et se méfier de la première impression, se méfier de la deuxième impression, avoir l'intime conviction, etc., etc. Et cette espèce de choses-là, juste ça implique une espèce de gravité et de solitude, et parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'enjeu non plus. Et s'il n'y a pas d'enjeu, évidemment, sinon on est récusé, et qui entraîne des changements
dans la prise en compte de la responsabilité de ce qu'on dit. C'est juste ça que je voulais dire. Et cette gravité, vous avez assisté, Béatrice Bougnol, aux 3 premières journées, la première session de cette Convention pour le climat. Vous l'avez ressenti auprès des 150 tirés au sort qui ont accepté de participer à cette première expérience ? Oui, absolument. En fait, il y avait un sentiment et d'enthousiasme et de gravité mêlée. Et j'y ai assisté, mais c'est le sociologue Laurent Jean-Pierre, qui est un autre chercheur aussi qui suit la Convention, qui a mis des mots sur cela en disant que pour lui, c'était une gravité d'ordre démocratique qui s'était exprimée là, que les gens avaient pris conscience tout au long de ce week-end du rôle qu'ils pouvaient avoir dans la démocratie. Et peut-être, effectivement, Dimitri Courant, pouvez-vous nous dire en quoi le tirage au sort, puisque Véronique Naoum-Grab disait à l'instant que c'était comme ça qu'elle était devenue jurée d'assises et qu'elle n'oublierait pas cette expérience, le tirage au sort dont on parle beaucoup en ce moment, est-ce que c'est la solution pour réformer notre système de représentatif ? Alors, bon, déjà, il faut... Je rappelle que vous faites une thèse sur le tirage au sort. Mais ma thèse porte aussi sur la question du rapport entre ce que j'appelle le nouvel esprit du tirage au sort, c'est-à-dire du fait que vous avez à la fois des gens qui sont très critiques du système représentatif, qui vont mettre en avant le tirage au sort comme une possible alternative, et également des gens qui sont eux-mêmes issus du système représentatif, qui vont investir 5 millions ou 10 millions, ça dépend, dans des dispositifs tirés au sort. Donc ça, c'est un des puzzles que ma thèse essaie d'adresser. Mais... Bon, déjà, premièrement, il n'y a pas de baguette magique. Une solution ne sauvera pas toute la démocratie. C'est trop compliqué pour ça. Deuxièmement, le tirage au sort en soi, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est différentes pratiques de tirage au sort. Et selon la façon dont on fait un tirage au sort dans un certain cadre, avec certains objectifs ou pas, ça va avoir des effets différents. Pour être plus clair, si vous tirez au sort un tyran à vie, en aucun cas vous avez réglé le problème démocratique, vous êtes passé à une monarchie aléatoire. En revanche, quand on observe les processus délibératifs tirés au sort depuis les années 70 qui se sont développés dans le monde entier, moi j'ai travaillé sur l'Irlande et un peu sur la Suisse et aussi la France, mais il y a énormément d'autres pays qui ont expérimenté cette pratique, l'Angleterre, les États-Unis, le Canada, le Japon, etc. Ce qu'on voit en effet, c'est que les citoyens ne font pas n'importe quoi. Ils prennent leurs tâches au sérieux, ils font des recommandations qui souvent impressionnent les experts aussi en termes de questions critiques. Et souvent, les experts disent c'est des questions plus pertinentes que ce que j'ai eu quand je suis auditionné par des parlementaires. Ils ont vraiment pris la question au sérieux. Ils n'estiment pas qu'ils savent tout. Donc ça, c'est quelque chose qui a produit des effets intéressants et positifs. Maintenant, la vraie question, c'est comment est-ce que ça va s'articuler avec la question de la décision. Vu que ces assemblées, des différentes assemblées dont je parle, moi j'ai travaillé beaucoup sur l'Irlande, elles ne font pas des décisions. Elles préparent des décisions qui ensuite sont prises par un corps politique autre. Et voilà, la question, c'est est-ce que ça va s'articuler plutôt à des mécanismes électifs, et à ce moment-là, on retourne finalement un peu dans le politique, ça se juge jour, ou est-ce qu'on va commencer à passer à un autre type de démocratie qui était par exemple celui que demandaient les Gilets jaunes, qui est plutôt un style de démocratie directe où l'intégralité du démos s'exprime. Jordan Arletas, justement, cet exemple irlandais est important parce que d'une certaine façon, on peut penser que des députés sur la question de l'avortement ne voulaient peut-être pas aller aussi loin et que on a donné la possibilité de la question de légaliser l'avortement en Irlande par l'intermédiaire justement de ces assemblées tirées au sort. Oui, en réalité, le précédent irlandais est assez riche d'enseignements. Il en va de même pour le Canada parce que ça montre encore une fois ce que j'évoquais rapidement tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas penser ces expériences ou ces modèles comme venant être en concurrence ou confrontés brutalement à la démocratie représentative qui est plus instaurée dans le temps depuis plusieurs siècles. En fait, l'Irlande et le Canada, c'est des choses différentes. Ça montre que en fait, l'Assemblée citoyenne peut être au service de la représentation. Alors, de façon totalement différente. En Irlande, l'Assemblée citoyenne, la deuxième, car en réalité, la seconde, parce qu'il y en a eu deux, qui concernaient la question de l'avortement, a permis de prendre une décision et notamment d'engager une révision constitutionnelle sur un sujet que n'abordaient plus les députés en raison du caractère clivant et du risque du coût électoral d'un engagement sur cette question. En fait, l'Assemblée citoyenne a en réalité débloqué un blocage véritablement institutionnel qui ne permettait plus
d'avancer, en tout cas dans sa traduction juridique, sur le débat de l'avortement. Au Canada, on a un autre exemple qui est celui de la réforme du mode de scrutin qui a été employé dans certaines provinces. Et là aussi, les députés y ont vu un intérêt. Donc, vous voyez, c'est l'Assemblée citoyenne au service, au contraire de la démocratie représentative, a confié ce débat et ce projet de réforme du mode de scrutin à une Assemblée citoyenne, puis à faire un référendum pour ne pas risquer d'être taxés de définir eux-mêmes les règles du jeu, d'un jeu où ils vont être les seuls participants. Donc, c'est accroître la légitimité et aussi renforcer la légitimité représentative dans le cas canadien ou débloquer un problème, un blocage institutionnel typique dans le cas irlandais. Démocratie représentative dans le cas irlandais, qui est une démocratie partisane. Ceci étant, effectivement, on a le cas du Canada où les députés, pour les raisons que je viens de dire, se sont engagés en connaissant l'issue. Je rebondis au propos de Dimitri Courant que je partage sur le fait que la qualité de gadget ou non, on le saura à la fin. Et effectivement, ce point d'interrogation sur la suite des conventions citoyennes empêche véritablement de mesurer l'impact, la profondeur, les répercussions possibles sur nos jeux institutionnels et sur la voix du peuple. Mais dans le cas irlandais, l'Assemblée citoyenne a permis de débloquer, mais surtout, il faut aussi voir que la question de l'avortement était inscrit dans la Constitution et que la Constitution irlandaise a imposé un référendum pour toute révision. Par conséquent, le peuple était incontournable. Et cette situation n'est pas comparable à la situation française où une révision constitutionnelle ou une modification législative peut tout à fait se passer de la démocratie directe. Absolument. Merci, Jordan Arletaz. Le cadre constitutionnel est déterminant aussi pour comprendre le rôle et la place de ces conventions en Assemblée. France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin. Un temps du débat consacré à la question de la Convention citoyenne pour le climat, comment rénover la démocratie dans notre pays. Et c'est une bonne façon que de faire ce type de convention. Nous le faisons en partenariat avec notre partenaire, le journal La Croix, et Béatrice Bougnol, donc du service politique de ce journal. À vous, Béatrice. Oui, on est revenu grâce à vous, Dimitri Courant et Jordan Arletaz, sur la capacité de ces conventions ou de ces assemblées citoyennes à innerver un peu notre démocratie représentative. Elle peut être innervée d'une autre manière aussi par les mouvements sociaux. Et Véronique Naunkrab, je sais que vous avez été particulièrement attentive à la fois à Nuit debout, aussi aux Gilets jaunes. Comment de tels mouvements peuvent innerver justement notre démocratie représentative ? Là encore, la question, elle peut être, on peut y répondre de plusieurs façons en fonction de la base de documents sur lesquels on s'appuie. C'est-à-dire, en ce moment même, il y a des recherches au CNRS, des entretiens, des livres, des ethnologues sur les ronds-points qui vont donc... disons que dans le cas, prenons le cas des Gilets jaunes, et avec toute la prudence que je peux avoir et la modestie d'un regard un peu transversal et comme ça hypothétique. J'ai l'impression que l'hétérogénéité des ronds-points, elle est extraordinaire. Alors que dans Nuit debout, alors vous savez, il nous reste la nuit, restons debout. On rentre pas se coucher, on reste debout. C'était une espèce d'idée exaltante, la nuit qui tout à coup appartient à ceux qui ne vont pas dormir, qui ne pas rentrer chez soi. Et c'était une idée très juvénile. C'était comme une société buissonnière. On quitte la société du jour, on occupe la nuit avec toute une méthodologie assez compliquée. Là, il y avait une espèce d'unité entre le lieu, c'est comme dans Racine, les personnes, les activités de ruche des différents groupes, et puis le podium central, l'agora centrale, la scène centrale, où d'ailleurs sur le ton long, des choses très hétérogènes aussi arrivaient. Bon. Le résultat de ça, c'est quoi? Mystère. Est-ce que rétrospectivement, toujours, on pourra entendre rétrospectivement que c'était foireux, que c'était nul, que ça n'arrive à rien? Quel est le sens de quelque chose qu'on est en train de vivre? Est-ce que c'est vraiment si nul? Où est-ce que ça s'additionne? Dans quel souvenir du très jeune qui sort du lycée, qui va à Nuit debout, qui 30 ans plus tard aura appris quelque chose? Et même, vous voyez, donc je suis contre, bien sûr, rétrospectivement, dans quelques années, on dira, ou après coup, on dira c'était foireux, c'est un piège, puisque le système global, le paradis, le renversement,
ne va pas arriver après nos sociétés, nos efforts de représentativité. Disons que dans les deux cas, donc gilets jaunes, extrême hétérogénéité. D'ailleurs, les manifestations, ce ne sont pas les mêmes qui sont dans les manifs ou dans les ronds-points. On n'a pas le temps ici. Mais disons que le vrai problème, comme un mur sur lequel on se tape la tête, vraiment, c'est que donc dans les réunions, je suis gilet jaune depuis novembre 2018, un peu comme le résistant. Je suis résistant depuis fin 42 et non pas en 44, excusez-moi. Et donc, comme s'il y avait une authenticité. Comment dire que je suis un vrai gilet jaune si en face de moi, un autre gilet jaune se dresse, les yeux pleins de feu, et avec cette parole, un peu avec cette utilisation élégante de l'obscénité qui démontre l'authenticité et la force de conviction, c'est-à-dire « ras le cul, excusez-moi, ça me casse les couilles, etc. » On se dresse furieux, on dit « je suis gilet jaune depuis le début », etc. Avec une force de conviction prouvée par l'obscénité utilisée en politique comme outil de séduction et de conviction. Alors, le problème, c'est qu'ils ne disent pas la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et on n'est pas arrivé, on n'est pas sorti de là. Parce que dès que l'un propose... Alors, il y a les cahiers, il y a les textes, etc. Mais on n'est pas d'accord sur les textes. Donc, voilà. Mais ce que ça ait fait bouger la société, oui. C'est-à-dire que ce n'est pas après coup, les jugements après coup, la cause finale. Attention, c'est trop facile sur son fauteuil. Qu'est-ce que c'est que ça, les jugements de mépris, etc. Moi, je trouve ça assez nul. Je trouve que les choses en train de se faire, c'était transversal, c'était inattendu, c'était assez bouleversant et ça pose des tas de questions. Oui, alors justement, ces questions, elles sont réglées d'une manière un peu particulière. Vous assistez à cette convention citoyenne sur le climat, Béatrice Bougnol, dans un cadre qui est le cadre très impressionnant du Conseil économique et social et environnemental. C'est donc place d'Iéna à Paris, dans un immense bâtiment, très beau bâtiment de Perret, en béton brut, mais qui rappelle la grandeur des grands édifices classiques. Et donc ça joue aussi dans cette transformation du citoyen qui est sur le gilet jaune, qui était gilet jaune par exemple, et qui hurlait sur les ronds-points, à un autre type de prise de parole, Dimitri Courant. Oui, absolument. Mais bon, justement, moi, je pense qu'il est dangereux et c'est un des risques de la démocratie délibérative. Alors, je pense qu'il faut être clair. Moi, je distingue démocratie. J'appelle pas ça démocratie représentative parce que précisément, il n'y a pas de représentativité dans les parlements. Ils ne ressemblent pas à leur population. Donc, j'appelle ça démocratie élective puisque c'est ça le mode de sélection qui est important. Donc, la démocratie élective donc il y a plusieurs types. La démocratie élective qui a les problèmes qu'on sait, vu que le bilan, c'est quand même des inégalités sociales qui augmentent et une extinction de vivants sur un moyen terme. Donc, c'est quand même pas un bilan super. La démocratie face à ça, qui s'est opposée, celle des Gilets jaunes, c'est la démocratie sauvage de gens qui se mobilisent, la démocratie active de gens qui n'ont pas envie de se laisser gouverner comme ça. Leur proposition, c'était un système de démocratie directe, le fait de pouvoir directement donner au peuple les décisions sur des enjeux législatifs et pas seulement la délégation de pouvoir par les élections. Et la réponse du gouvernement avec le grand débat, c'était la démocratie participative, des assemblées ouvertes à tous où on peut parler mais sans réel pouvoir. Et là, la convention, c'est la démocratie délibérative, à savoir un espace fermé, ne rentre pas qui veut, mais avec une bonne qualité possible de débat. Le risque précisément, c'est d'opposer le mini-public bien sage assis au palais d'Iéna avec la foule un peu bête qui est dans la population française, ou alors les radicaux qui s'assemblent et qui occupent les rues et qui n'ont pas de légitimité. Et d'ailleurs, en fait, moi, j'ai une analyse un peu différente de l'Irlande. La réaction, c'était des parlementaires quand l'Assemblée irlandaise a dit qu'ils voulaient légaliser l'avortement sans restriction jusqu'à un délai assez important. C'était pas super génial, ils ont débloqué. C'était oh mon Dieu, on ne permettra pas un référendum sur cette question. C'était ça la réaction. Et finalement, le référendum a eu lieu parce qu'il y a eu des mouvements sociaux, des mouvements féministes qui ont exigé de pouvoir se prononcer. Oui, cette question est extrêmement importante. Vous la posez à vos deux personnes qui assistent à cette convention citoyenne, ces deux personnes que vous suivez donc avec le journal La Croix. Béatrice Bougnol, vous pouvez nous présenter Pascal, qu'on va entendre dans un instant? Oui, Pascal, il habite dans le Cher. Il est demandeur d'emploi aujourd'hui. Il a une 60aine d'années. Il a clairement plus beaucoup d'espoir de retrouver un travail. Et il est, pour ses loisirs et se changer d'horizon, il conduit, il pilote des avions de manière occasionnelle. Voilà. Et il a été interrogé ce matin par Chloé Cambrelin.
J'ai laissé tomber en 2005 au référendum de l'Europe quand on a voté non et que 2 ans après, ils nous font passer par la voie des députés le oui. Je veux dire, c'est scandaleux. Donc depuis ce temps-là, je vote plus. Je vous le dis honnêtement, depuis 2005, j'ai arrêté de voter parce que je me dis, les politiques, de toute façon, on a beau leur dire ce qu'on veut, ils font ce qu'ils veulent. Donc puisqu'ils font ce qu'ils veulent, qu'ils viennent pas nous demander notre avis. Alors bon, quand j'ai été sollicité pour la convention, je pense pas qu'on puisse refuser ce genre de démarche de participer en espérant que ça puisse servir à quelque chose, à part faire plaisir au gouvernement et répondre un petit peu à l'attente du grand débat, puisque dans le grand débat, il était ressorti suite au mouvement des Gilets jaunes qu'il fallait que les citoyens participent au choix des lois, au choix de l'avenir de notre pays. Mais bon, j'ai quand même des craintes, dans le sens où je pense que les politiques savent exactement ce qu'ils veulent. Et j'ai peur qu'on leur serve juste un peu de fusible, entre guillemets, en disant, la Convention citoyenne nous a proposé tel et tel sujet, ça nous coûte tant, donc on fait un nouvel impôt pour pouvoir payer ça. Et puis, ils pourront dire que ça vient pas de l'État, mais que ça vient des citoyens. Voilà, Pascal Beuck, interrogé ce matin par Chloé Cambrelin, qui fait partie de ces 2 tirés au sort que vous suivez avec votre journal La Croix, Béatrice Bougnol. Oui, qui est bien sûr un avis singulier, comme les 150 tirés au sort, mais ce qu'il exprime là, c'est quand même assez partagé parmi cette convention citoyenne. C'est cet esprit critique qui va, j'allais dire, de la méfiance à simplement une vigilance, mais ils sont très conscients des manipulations dont ils pourraient être l'objet. Ils sont très exigeants sur le contenu des débats qu'ils vont avoir et ils sont très en attente justement de ce que vous disiez, Dimitri Courant, du sort qui sera fait aux propositions qu'ils vont établir. Dimitri Courant et puis Véronique Nagongra. Oui, ça c'est une crainte qu'on retrouve en fait dans tous les dispositifs délibératifs où l'issue n'est pas clarifiée dès le début. Donc ça c'est pas le cas pour les dispositifs canadiens où on savait qu'il y aurait un référendum, mais un référendum quand même où la confiance des élus envers leur propre création a été limitée vu qu'ils ont mis un seuil à 60%. C'est quand même alors qu'il n'y en a pas pour les élections par exemple. Donc ce qui a fait que la proposition a été tuée à cause de ça, et ils n'ont absolument pas fait campagne, ils n'ont pas médiatisé l'enjeu. Donc en fait beaucoup de citoyens ne savaient pas qu'il y avait un vote, c'était le jour des élections, ils ont découvert ça un peu sur le tard, donc ça a un peu été tué. Mais les citoyens irlandais avec qui j'ai fait de nombreux entretiens m'ont également dit, en fait, pendant tout le processus, on n'est pas sûr que ça aille à référendum. Et précisément, la réaction initiale étant non, ça n'ira pas à référendum. Il a fallu un mouvement populaire social de nature extra-institutionnelle pour que le référendum ait lieu. Et donc, moi, c'est tout à fait normal. Et en effet, j'avais été impressionné par la capacité de réflexivité critique des citoyens à la Convention climat. Ils se posent beaucoup de questions sur eux-mêmes, sur leur place, sur leur rôle. Oui, parce que vous avez écouté ce qui se disait dans les rues, dans les manifestations de femmes, sur les ronds-points des Gilets jaunes. En l'occurrence, Véronique Nagongra, c'est la marche est haute pour pouvoir faire passer justement ces citoyens très critiques vis-à-vis de la politique à une position d'acteurs eux-mêmes de la politique, tirés au sort et décidant justement du sort de la nation, proposant à un gouvernement ce qu'il faudrait faire pour pouvoir contrer le réchauffement climatique. Je pense que je suis d'accord pour dire que très souvent dans les réunions, mais aussi dans les réunions de personnes qui sont dehors, même des possibilités de voter, comme des personnes en prison ou des SDF, etc. On est étonné quand on a des groupes de réflexion avec ces personnes, il y en a beaucoup, de la capacité d'attention, de la capacité de verdict, d'intelligence, à tous les niveaux du social. Donc ça, c'est une chose dont c'est dommage que les démocraties, effectivement, qu'on ne respecte pas cette chose-là et qu'on n'entende pas. À mon avis, je ne suis pas d'accord pour ce que j'ai si souvent entendu, donc du coup, avoir un verdict d'échec de la démocratie parlementaire, puisqu'on est dans cette société où non seulement la planète est en danger, mais les inégalités s'accroissent. Je pense que le système électoral, c'est une espèce de chance que n'ont pas bien des gens meurent et en rêvent sur la planète, et c'est un premier pas absolument qu'il faut respecter absolument. Ça oblige les politiques à faire les oeuvres au moins quelques mois tous les 5 ans, mais si vous voulez, on ne peut absolument pas aller en arrière et le mépriser. Je pense que ça c'est une fausse voie. Par contre, qu'il faille l'augmenter, oui. Et avec votre sujet de thèse, oui, et comment, puisqu'il y a tous ces millions de personnes qui habitent le monde et qui pensent tout le temps, et qui sont réflexifs, et qui ont des avis, et là on ne les attend pas. Comment faire? Évidemment, le tirage au sort, ou d'autres choses, voilà.
Et donc, je suis pour être extrêmement attentif à l'intelligence qui surgit du social à tous ces échelons. Béatrice Bougnol. Oui, justement, Jordan Arletaz, le philosophe Bernard Manin, qui a beaucoup travaillé sur la démocratie représentative, en fait un système composite qui mêle des éléments de démocratie à d'autres qui sont des éléments non démocratiques. Tout ça pour dire, finalement, est-ce que cette démocratie représentative dont on parle depuis le début, est-ce qu'elle est vraiment en crise, ou est-ce que finalement elle fait une mue comme elle a su en faire par le passé ? Oui, la crise de la représentation, c'est assez ancien. Hein. Les débats là prennent la tournure d'une assemblée de citoyens, mais on a eu la limitation de mandat, la suppression du Sénat, la parité, l'instauration du vote obligatoire, tout un ensemble de débats qui relèvent de cette crise de la représentation. Et il me semble que l'institutionnalisation dans la Constitution de ce modèle nouveau d'expression des citoyens via l'Assemblée citoyenne permettrait une respiration à la fois à la démocratie représentative et à la démocratie tout court en réalité, puisque ce serait une diversification des modalités d'expression des citoyens. Et puis c'est aussi quelque chose qui permet de s'exprimer entre les élections. C'est aussi la possibilité d'avoir un autre temps démocratique à d'autres moments que tous les 5 ans, par exemple. Parfaitement, avec une constitution de l'Assemblée qui complète celle de l'élection, effectivement, par le système de tirage au sort qui est quand même panélisé. Donc on reste dans le système représentatif, mais qui n'est plus partisan sur l'élection, mais qui est plus sociologique et lié au hasard, avec quand même du volontariat, parce que jusqu'à maintenant, les expériences de tirage au sort ont quand même été à la fois panélisés dans une grande majorité, mais surtout ont été soumis à l'acceptation, au consentement du citoyen à siéger dans cette assemblée. Et effectivement, l'Assemblée citoyenne, d'ailleurs comme le référendum, permet de rythmer la vie de la démocratie entre les élections et permet aussi de désaxer le débat, de le passer du Parlement à une assemblée de citoyens, ce qui fait une respiration et ce qui emporte à la fois un mode de composition différent, une façon de délibérer qui est beaucoup plus travaillée, beaucoup plus sereine, beaucoup plus experte dans les assemblées citoyennes plutôt que le temps partisan de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une substitution, mais c'est de manière évidente un enrichissement. Un complément ou un enrichissement, très brièvement. Oui, très brièvement. Il faut quand même pas penser que parce qu'il y a une assemblée tirée au sort d'un nombre très limité, ça suffit à dire que les citoyens ont participé. Et donc moi je pense que les modèles intéressants, c'est les modèles qui s'articulent à des référendums. Enfin, c'était le cas dans la plupart des assemblées citoyennes, que ce soit en Irlande ou au Canada. Alors c'est vrai qu'en Irlande c'était obligatoire, mais il faut absolument que si on croit en la démocratie, que le démos dans son ensemble et pas juste des tirés au sort s'exprime aussi. Merci beaucoup, merci à vous également Véronique Naumgrab, merci Dimitri Courant. On attendra le résultat de vos travaux, mais on a compris que ça serait à la fin au moins de cette convention citoyenne que vous allez réfléchir à cette question de la place du tirage au sort dans nos sociétés démocratiques. Merci à vous Jordan Arletaz et merci à France Bleu Héros qui vous accueillait à Montpellier dans ses studios. Et merci à vous, Véronique Naumgrab. On peut retrouver des entretiens que vous avez faits avec nos 3 invités dans la page de la Croix d'aujourd'hui, Béatrice Bougnol. On se retrouvera le mois prochain et on peut surtout suivre le sort justement des 2 tirés au sort que vous suivez pendant tout le temps de cette convention citoyenne jusqu'à la fin janvier, c'est ça ? Absolument, jusqu'à la fin janvier sur notre site internet. Merci à tous. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Rémi Baille, Fanny Richet, Hugo Boursier et Louise André à la technique aujourd'hui, Jean-Guilain Meige à la vidéo, Cindy Le Grumelec à la réalisation, Alexandre Manzanares.